En mars dernier, alors que toutes les écoles étaient fermées, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a réalisé un site exceptionnel pour les élèves, pour les parents et pour les enseignants de tout le Québec, l'École ouverte. Qu'est-ce que ce site? L'École ouverte, c'est une mine de ressources pour élèves, pour parents et pour les enseignants. Quand tu es élève, qu'est-ce que tu dois faire? Tu rentres sur le site, tu choisis ton niveau scolaire et là, tu as tout un éventail de ressources classées par matière scolaire. Tu choisis ta matière et tu retrouves à ce moment-là plusieurs ressources gratuites qui te permettent d'apprendre le français, les mathématiques, les sciences et toutes les matières scolaires obligatoires. En plus des matières scolaires, il y a aussi plusieurs ressources, par exemple bouger, contribuer aux tâches à la maison, se divertir, bien manger, relaxer, etc. Une mine de ressources pour les élèves, une mine de ressources classées, organisées, validées par des personnes du ministère, des ressources auxquelles tu peux accéder avec ton téléphone cellulaire, avec ta tablette ou avec ton ordinateur. Une mine de ressources pour t'aider à faire l'école à la maison ou une mine de ressources pour t'aider à faire tes devoirs après l'école. L'École ouverte, c'est également un site qui respecte toutes les normes d'accessibilité. Cela veut dire que c'est un site qui est accessible pour tous les élèves en situation de handicap. L'École ouverte, évidemment, c'est un site où toutes les ressources présentes sont entièrement gratuites. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'École ouverte, c'est aussi une mine de ressources pour les parents. On trouve par exemple des fiches pour aider à accompagner son enfant qui apprend à la maison, pour l'aider à faire ses devoirs. On retrouve aussi des fiches pour aider le parent à aider son enfant au niveau de son développement cognitif, de son développement personnel, de son développement affectif. C'est un site aussi qui propose des liens pour les parents pour communiquer peut-être avec des gens qui pourront vous aider à aider votre enfant à faire l'école à la maison. L'École ouverte, c'est également un site de ressources pour les enseignants. Les enseignants peuvent amener les élèves à utiliser les diverses ressources qui sont très faciles d'accès. Encore une fois, comment on fait? On choisit son niveau scolaire, on choisit la matière et toutes les ressources sont présentées de façon vraiment très conviviale. Les enseignants ont également accès à un moteur de recherche, peut-être pour guider les élèves vers certaines ressources particulières. Pour les enseignants, on présente aussi diverses ressources pour les aider à être prêts à faire l'école à la maison. Des fiches de conseils, un lien vers le site des récits, un lien vers beaucoup d'autres sites, par exemple le site de la Télé-Université qui propose des modules gratuits pour aider les enseignants à mieux comprendre comment faire l'école à la maison, l'école à distance. En bref, l'École ouverte, c'est un site gratuit, un site de ressources accessibles, un site où il est facile de s'y retrouver, un site qui est réellement là pour aider élèves, parents et enseignants à apprendre de façon gratuite, à apprendre avec une panoplie de ressources. On y retrouve des milliers de ressources et beaucoup de ressources qui viennent du Québec. Bonne visite. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cet atelier Favoriser l'interactivité avec le numérique. Mon nom est Philippe Laurando, je suis édimestre à l'équipe de Carrefour Éducation et je serai accompagné aujourd'hui par deux de mes collègues. Alors, ma collègue Julie Couture. Bonjour. Et mon collègue Jérémy Van Rans. Bonjour. En direct de Québec. Donc, merci, chers collègues. Donc, nous allons co-animer cet atelier tous les trois. Alors, favoriser l'interactivité avec le numérique, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire autant en classe qu'à distance. Donc, on a connu depuis ce printemps l'école à la maison. Donc, nous, on veut parler d'interactivité, comment susciter l'interaction et on veut parler, donc, ça peut se faire autant à la distance, mais si on est à l'école, on a accès à des outils numériques, des tablettes, des chariots de portables, des Chromebooks. On peut donc favoriser cette interactivité-là. Alors, voilà. En début de présentation, vous aviez un lien Bitly pour télécharger la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir accès, comme on veut parler d'interactivité, on veut essayer de
Ouais, Jérémy, tu vas remettre le lien. Donc, si vous avez déjà téléchargé la présentation, vous avez simplement à cliquer sur le lien. Sinon, vous pouvez tout simplement taper bit.ly/atelier Carrefour pour avoir accès directement à la présentation. Alors, voilà. Tu me ramènes à la page d'introduction, s'il te plaît, Jérémy. Donc, rapidement, après une brève introduction, nous allons tenter de voir comment les participants à la présentation aujourd'hui utilisent, quel genre d'application numérique ils utilisent pour faire interagir leurs élèves. Ensuite de ça, on parlera de 3 catégories d'interactivité. On a classé des applications en termes de 3 catégories d'interactivité. Et par la suite, il y aura une période de questions. Donc, on va prendre les questions dans le chat de la présentation. Alors, allons-y tout de suite. Alors, vous avez accès à, sur la page, dans cette page-là, vous avez accès sur menti.com. Soit vous cliquez directement dans la présentation ou vous tapez menti.com avec le code 85 87 61 1 et vous pourrez nous indiquer là, dans quel domaine vous travaillez, enseignant primaire, secondaire, préscolaire, des conseillers pédagogiques. Et il y a même une catégorie haute là, pour les directions ou toute autre personne là, qui gravite autour du monde scolaire. Alors, est-ce qu'on aura un premier enseignant du préscolaire? Voilà. Normalement, dans la présentation, vous devriez voir aussi le nombre de personnes s'ajouter. Vous êtes nombreux, c'est intéressant. C'est assez varié, mes chers collègues, c'est assez varié. On a des gens du préscolaire, on est content, bienvenue. Primaire, secondaire. Donc, ça augmente encore, ça augmente encore. OK, donc là, il y a une tendance qui se dessine là, avec une petite majorité pour les enseignantes et enseignants du primaire, puis une répartition un petit peu plus égale pour les autres catégories. Donc, ça nous donne un aperçu. Là, voilà. Donc, on voit déjà une bonne tendance pour les gens qui sont là, donc de tous les niveaux, de tous les ordres et même dans la catégorie haute, il y a quand même beaucoup de personnes. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à notre présentation. Page suivante, collègues. Donc, pourquoi susciter les interactions et donner de la rétroaction? Alors, on l'a vu, on a vu avec l'enseignement à la maison, les interactions entre humains, c'est primordial dans l'apprentissage. Donc, plusieurs jeunes ont été privés, en tout cas, ont été beaucoup moins de contacts, beaucoup moins d'interactions, et on voit que ça a des répercussions sur la motivation, sur l'apprentissage et sur la santé mentale même. Donc, les interactions sont très importantes en apprentissage. C'est important que les élèves demeurent actifs dans leurs apprentissages, donc qu'ils ne soient pas passifs, mais qu'ils soient partie prenante de leur apprentissage. Donc, de faire de l'interaction et de donner de la rétroaction, c'est intéressant. La rétroaction, ça permet évidemment à l'élève de valider ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, etc. Donc, de perfectionner ses apprentissages. Pour le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on ne va pas nécessairement toujours distinguer rétroaction et interaction. Rétroaction, c'est surtout, on l'entend souvent, surtout en termes de rétroaction entre le prof et l'enseignant. Mais ici, on va parler d'interaction au sens global, donc l'interaction entre le jeune avec des contenus, avec son prof, avec des collègues. Donc, on va parler d'interaction au sens très large, même si la rétroaction est une forme bien particulière et surtout très importante là, pour l'apprentissage.
Donc, l'enseignement à distance, ça implique la rétroaction, évidemment. Donc, nos enseignants, ce n'est pas parce que les jeunes sont à distance qu'ils n'ont pas besoin de rétroaction. Au contraire, ils en ont besoin pour valider tout ça. Et évidemment, tous les niveaux sont touchés, donc ce n'est pas uniquement pour un certain niveau d'élèves ou une certaine catégorie d'élèves. Donc, dans un deuxième, il y a déjà qu'on commence à remplir, donc on vous demande d'utiliser, de remplir le Answer Garden. Donc, vous pouvez remplir directement dans la présentation ou encore aller sur le lien qui apparaît à l'écran pour taper un outil numérique que vous utilisez très fréquemment présentement pour susciter de l'interaction avec vos élèves. Alors, il y en a déjà qui ont utilisé Teams, il y en a qui ont déjà nommé Kahoot, Mentimeter, on a Quizzes qui est là. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour nous indiquer. Alors, on est dans Answer Garden, donc qui fait des nuages de mots. Donc, si vous ne connaissez pas, donc c'est une application qui permet de. Donc, plus le mot revient souvent, plus il grossit, ce qui va permettre, ce qui permet de voir, dans le fond, le nombre de fois, donc chacun des mots va apparaître. Donc, Jérémy, tu nous fais un petit refresh, c'est bien ça que je comprends quand tu changes la page. Bon, oui, tout à fait. On est obligé de faire ça avec Genially, malheureusement. Oui, c'est bon. On doit faire un petit refresh. C'est bon. Donc, on comprend que Teams prend beaucoup de place présentement dans nos pratiques enseignantes. On sait que Teams a pris beaucoup de place depuis le printemps. Il y a Kahoot qui commence à se démarquer un petit peu. Puis, il y a toute une panoplie d'autres applications numériques, d'autres outils numériques à la fois gratuits ou payants. Donc, on voit que c'est très, très, très diversifié parce qu'il y a vraiment une panoplie d'applications. Aujourd'hui, on a fait des choix de présenter quelques applications. À Carrefour Éducation, nous, ce qu'on propose sur notre site, c'est des applications qui sont gratuites. Donc, on se concentre sur des applications qui ne coûtent rien. Et évidemment, on ne peut pas toutes les présenter. Donc, on va présenter un exemple d'application numérique par catégorie. Voilà. Donc, on peut dire que Teams est très utilisé et que Kahoot est un petit peu derrière. Pour le bien de la présentation, on a classé les applications numériques selon 3 catégories d'interactivité. Alors, on les a classées selon une interactivité élève-enseignant. Donc, comment on peut donner de la rétroaction aux élèves. Ensuite, dans une catégorie élève-contenu, donc comment puis-je rendre mon contenu interactif? Comment on peut faire en sorte que le jeune ne soit pas passif devant une lecture, une vidéo, un fichier audio, un graphique, etc., mais qui soit donc qui interagisse avec ce contenu-là. Et la troisième catégorie, ça va être l'interaction entre élèves-élèves, donc les élèves entre eux. Donc, comment les élèves peuvent-ils mettre en place une communauté, co-créer ensemble, partager, travailler en équipe? Donc, c'est comme ça qu'on a distribué en fait les 3 nos outils numériques présentés aujourd'hui. Donc, allons-y avec nos premiers exemples. Alors, le premier exemple, élève-enseignant. Je vais passer la collègue à mon collègue Jérémy. Alors oui, pour l'interactivité entre l'élève et l'enseignant, nous avons décidé de présenter CISA. Et en fait, vous allez voir pour chaque catégorie, on les a sous-classés avec quel est le besoin que vous avez à faire avec l'élève ou l'enseignant. Quel est le besoin qui ressort par rapport à cette interactivité-là? Puis ici, on veut commenter à l'audio le travail d'un élève. Et donc, pour ça, il existe CISA. Donc, je vais vous montrer comment on fait, grâce à CISA, le commentaire d'un élève. Donc là, je vous montre, je suis dans l'application CISA, je suis connecté avec mon nom, Jérémy. J'ai dans ma classe 6B une élève, Jeanne, qui m'a remis un devoir en photo à la maison. Puis, ici en dessous, on peut voir qu'on peut commenter soit par écrit, sauf que ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, pour la présentation, c'est le commentaire audio. Donc, pour commenter à l'audio, je vais cliquer sur le petit micro.
Une fois que je clique sur le micro, j'ai un autre micro ici qui apparaît. Je reclique dessus. Puis lorsque je vais cliquer dessus, l'enregistrement va démarrer. Pour l'exemple, je vais le faire. Bonjour Jeanne, j'ai lu ton texte et c'est un très bon texte. Il y a néanmoins quelques petites erreurs que j'aimerais que tu corriges. Vérifie l'accord du mot situé à la 6e ligne en repensant à la règle vue en classe pour un participe passé employé seul. Lorsque je termine, je clique sur les 2 petites barres qui veut dire pause. Le traitement est en train d'enregistrer le son que je viens de dire, le commentaire audio. Une fois que le commentaire audio va être traité, je vais pouvoir cliquer sur le crochet ici à droite qui va l'ajouter au document proposé par l'élève ici. Donc l'élève va voir dans son portfolio le commentaire associé directement. Lorsque je clique dessus, je vais pouvoir écouter. Si par exemple je veux le recommencer, je peux le supprimer sans problème. Alors pour ceux qui ne connaissent pas CISA, c'est une plateforme virtuelle gratuite qui s'apparente fortement à un portfolio numérique. Elle peut servir comme plateforme d'échange de fichiers entre l'enseignant et ses élèves. Elle permet aussi de montrer aux parents ce qui se passe dans la classe. Et de plus, elle permet notamment de réaliser, comme on vient de le montrer, une rétroaction audio. Mais surtout, on peut ajouter du texte, on peut ajouter une image, on peut ajouter même une vidéo en ligne. Donc, on peut ajouter plein de choses dans d'autres sortes de commentaires. Je vais repasser la balle à ma collègue Julie. Je vais passer la balle à la collègue Julie pour l'élément suivant. Julie, c'est à toi. Oui, alors, on peut également commenter le travail d'un élève sous forme de vidéo et audio. Donc, on a choisi de présenter l'application Screencastify de Google. C'est un outil qui est facile et convivial et facilement utilisable dans plusieurs situations. Donc, on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on a ici le travail d'un élève et une fiche de réflexion. Donc, si on veut enregistrer nos commentaires vidéo, donc on choisit ici l'information. Donc, on choisit soit par webcam, le desktop. Donc, ici, on pourrait commenter vidéo avec la webcam à l'élève. Et on va choisir ici de présenter l'écran et on va partager. Donc, c'est de la façon qu'on va fonctionner. Et à partir de là, on est en mesure d'enregistrer les commentaires que l'on fait à l'écran et de les partager à l'élève. Donc, on pourrait souligner en jaune ici, on pourrait souligner ici, par exemple, et apporter les différents commentaires à l'intérieur du travail de l'élève. Une fois qu'on a terminé notre enregistrement… Je ne vois pas tes manipulations, Julie. On ne les voit pas? Non. Est-ce que tu partages ton écran en entier? Ou... Oui, je partage mon écran en entier. OK. Bon. On ne voit que ton document Word, mais on n'a pas vu les modifications que tu as faites. Ah, OK, je suis désolée. Donc, peut-être que ça l'a ici, comme ça ici. Est-ce que là, tu le vois? Non plus. Ah, OK. Désolée. Donc, on voit la présentation. Attendez un moment. Donc, je vais te laisser continuer, Philippe. J'ai un problème technique. C'est bon, pas de problème. OK. De toute façon, je pense que tout le monde a travaillé avec la vidéo depuis le printemps, donc tout le monde connaît des outils pour filmer sa vidéo. On voulait tout simplement illustrer ici qu'on pouvait donc filmer son écran, apporter des commentaires, des corrections sur la copie de l'élève et retourner la vidéo à l'élève pour qu'il puisse
puisse donc prendre connaissance de ses erreurs. Donc, c'était trois petits exemples quelques exemples d'utilisation de rétroaction entre l'élève et l'enseignant. On vous a mis sur cette page-ci d'autres applications numériques qui pouvaient être comparables donc, dans la présentation. Donc, pour commenter à l'audio, on a parlé de CISA, mais il y a Audacity également. Et Audacity qui est un logiciel, Vocaroo qui est plutôt une application web, donc qui sont tous des trucs qui sont gratuits. Pour la vidéo, on a parlé de Screencastify, mais évidemment, vous utilisez dans votre organisation, vous utilisez Teams, vous utilisez Meet, vous utilisez Zoom. Donc, il y a plusieurs possibilités pour faire de la rétroaction sous forme de vidéo. Et aujourd'hui, on n'a pas donné d'exemple par écrit. Évidemment, on peut mettre des commentaires dans un document Word, dans un Google Document, dans Google Classroom. Donc, il y a plein d'applications pour lesquelles on est capable de donner de la rétroaction à l'écrit à l'élève. Donc, il n'y aura pas d'exemple sur cet élément-là aujourd'hui. C'est parce que tout le monde connaît, sait comment faire de mettre des commentaires à un élève. Alors, à la page suivante. Donc, on arrive donc à la partie élève contenu. Donc, comment on peut susciter de l'interaction entre l'élève et son contenu pour éviter qu'il soit passif devant ce contenu-là. Donc, premier exemple avec ma collègue Julie, donc comment on peut rendre un PowerPoint plus interactif. Donc là, vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Donc, à partir d'ici, ce qu'on peut faire, c'est que Peer Deck est un outil qui permet de créer de l'interactivité à l'intérieur d'une présentation PowerPoint. La partie intéressante est que c'est que souvent, l'élève est passif devant une présentation PowerPoint et on vient ajouter de l'interactivité pour s'assurer de sa participation à l'intérieur de la présentation. Donc ici, moi, j'ai créé une présentation PowerPoint à l'intérieur duquel j'ai ajouté des outils de Peer Deck. Donc, par exemple, si on a ma présentation et par la suite, j'ai créé un quiz. Donc, ici, on a un vrai ou faux. Mais pour faire participer les élèves, j'ai ajouté avec Peer Deck ici, on voit qu'on peut créer des questions. Donc, moi, j'ai ajouté un choix ici à l'intérieur et on choisit les options et on fait juste mettre à jour notre présentation. Donc, qu'est-ce que ça fait par la suite? C'est qu'on a de l'interactivité à l'intérieur de notre PowerPoint et on va passer au mode de présenter la présentation ici et Philippe va créer de l'interactivité. Donc, moi, j'envoie la présentation aux élèves. Je passe en mode présenter à mes élèves. Donc, ici, on a un code qui est créé. On donne le lien à l'étudiant. Et donc, à partir du mot de passe, Philippe, tu vois le mot de passe? Oui, YTS QPY. Oui, exactement. C'est bon? Oui, je suis souriant. Donc, à partir de là, on part notre présentation et c'est nous qui dirigeons la présentation. Donc, les élèves, ce qu'ils voient, c'est que moi, j'avance le PowerPoint sur chacune des options. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'aujourd'hui, on a de la difficulté à présenter avec deux écrans, mais ici, à la question, l'étudiant voit la question sur le côté de l'écran et présentement, Philippe répond à la question. Et je peux voir les réponses. Donc, j'attends les réponses. On voit ici qui a répondu à la question. Donc, on peut les voir. Je vais passer à la question suivante ici et on attend que les élèves répondent. Et ensuite, j'attends. Donc, voilà. Donc, c'est la façon que Peer Deck fonctionne. Pour fonctionner, donc, on continue notre présentation de cette façon-là. Donc, c'est la façon de fonctionner avec Peer Deck. L'autre partie intéressante, si on retourne à la présentation, je vais laisser Jérémy passer à la prochaine slide.
Donc, la partie intéressante, c'est que PeerDeck offre également des modèles déjà faits sur son site web. Donc, on peut utiliser ces modèles-là à l'intérieur, utiliser des modèles déjà établis pour pouvoir faire des présentations. Par exemple, ici, Atelier médias sociaux est en anglais. J'ai utilisé le PowerPoint de PeerDeck pour le créer en français et le modifier, l'adapter à ma salle de classe. Donc, on sauve beaucoup de temps avec des modèles déjà préparés qu'on peut utiliser et amener dans la classe pour l'élève. Donc, voilà. Merci, Julie. Donc, c'était PeerDeck pour interagir à l'intérieur d'une présentation. Alors, à mon tour maintenant de vous présenter une application. Alors, je vous présente comment on peut faire en sorte que des élèves interagissent avec une image. Donc, comment on peut rendre une image un peu plus interactive. Alors, on a choisi de présenter l'application Tingling. Alors, voilà, je vous partage mon écran. J'ai perdu Zoom, où es-tu? Excusez-moi, je cherche mon écran. C'est pas celle-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que non. On voit le document Word Tingling. OK. Je me réessaye. Je ne suis pas capable de partager mon écran. Je ne suis pas capable de partager mon écran. J'arrive pas, chers collègues. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais je n'ai pas accès à mes. Je ne vois pas la barre de menu. Ah, elle est revenue là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça va? Oui, on voit. Ah, OK, bon. Excusez-moi. Bon, me voilà. Alors, comment on fait pour partager, donc rendre une image interactive? Je vous fais ça rapidement. Donc, comment j'ai fait pour faire parler la Mona Lisa? C'est assez simple. Donc, on va créer une nouvelle image. Alors, je vais uploader simplement une image. Oh, ben, pour sauver du temps, je vais prendre mon exemple que j'avais déjà créé. Alors, il s'agit simplement de télécharger une image pour laquelle on a envie de la rendre interactive. Et ensuite de ça, ben, ce qui est possible de faire, c'est de rajouter des balises comme celle-là. Donc, on peut, là, c'est des balises que j'avais déjà créées. Donc, vous voyez, on peut les déplacer. Donc, si je voudrais faire parler le visage de la Mona Lisa, l'arrière-fond, ses cheveux, mettre de l'information, donc, il est possible rapidement de mettre des balises. Tout simplement, on fait comment? C'est qu'on peut cliquer ici sur Add Tag. On a différents types de balises. Alors, la plus simple, c'est celle-là, donc Text Label. On a tout simplement à rentrer du texte qu'on veut mettre ici. Voilà. Et on peut tout simplement rendre la balise interactive. On peut aussi également changer le bouton d'icône. Donc, on peut, par exemple, si je veux que ce soit une étoile, j'ai le choix de la couleur. Donc, on peut changer donc, le pictogramme.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc avoir des balises sur lesquelles, quand la souris passe, il y a un texte, une bulle qui apparaisse, alors que dans d'autres circonstances, il faut cliquer sur la balise pour voir apparaître les informations. Chose intéressante aussi, c'est qu'il y a un lecteur immersif, donc on peut, pour les élèves en difficulté, il peut y avoir un lecteur immersif qui peut lire le texte pour la personne. On peut aussi intégrer une vidéo YouTube, donc tout simplement on colle l'URL de YouTube et la vidéo va partir tout simplement. Donc on peut dans des projets d'art plastique, penser par exemple à une ligne du temps en univers social, à un graphique en mathématiques, un cycle écologique en sciences, donc toutes sortes d'images qui sont plutôt statiques, bien, on peut interagir avec l'image. Chose intéressante également, c'est qu'on pourrait donner à l'élève, mettre une balise qui mène vers une fiche à télécharger. Donc, on pourrait insérer un questionnaire. Donc, on pourrait télécharger une fiche, un devoir à remettre en lien avec l'image, parce qu'on peut mettre évidemment des adresses URL qui mènent vers des dossiers partageables. Alors, et quand c'est terminé, tout simplement, ben, il ne reste qu'à cliquer sur Share pour partager avec ses élèves. Et on l'a vu dans la présentation Geniali, on peut intégrer directement à l'intérieur d'une présentation. Jérémy, tu nous remets la présentation. Voilà. Est-ce que c'est moi qui continue avec Edpuzzle, Jérémy? Oui, c'est ça. Alors, je continue, je continue avec un autre outil, c'est maintenant de rendre une vidéo interactive grâce à Edpuzzle. Donc, je vais sur Edpuzzle. Mon écran est toujours partagé. Non, oublie pas de repartager ton écran. Bon. Oui. Je veux repartager cet écran. C'est beau. C'est bon. On voit alors, on est sur Edpuzzle. Alors, Edpuzzle, ça permet de faire bouger, parler des vidéos. Alors, quand on est dans Edpuzzle, on a des outils de recherche pour aller chercher des vidéos sur le web. Donc, on peut aller chercher des vidéos sur YouTube, sur Khan Academy, National Geographic, les TED. Donc, tout ça, il faut vraiment passer par l'application Edpuzzle. On ne peut pas aller sur YouTube directement. Il faut passer directement à l'intérieur de l'application Edpuzzle. Alors, je vais prendre, par exemple, YouTube. Je vais chercher la vidéo d'Allo Prof sur le microscope. Oups, microscope. Alors voilà, cette vidéo-là que je veux rendre interactive. Alors, en cliquant sur Edit, ici, je vais avoir d'abord la possibilité de couper la vidéo. Il est possible que la vidéo qui dure 4 minutes 29, je ne veux pas que les élèves se rendent jusque-là, donc je vais pouvoir couper la vidéo jusqu'à cette période-là. Donc, je peux déterminer à ce moment-là à quel endroit je veux couper la vidéo et simplement cliquer sur Cut et on peut avoir la vidéo qui est coupée. Voilà. Ensuite de ça, un coup que j'ai pris la section de vidéo qui m'intéresse, il est possible de mettre un commentaire audio par-dessus la trame sonore à certains endroits de la vidéo. Malheureusement, ce n'est pas possible sur YouTube, donc je ne pourrais pas en faire la démonstration maintenant. Ensuite, il sera possible de rajouter des questions. Donc, l'idée, c'est en fait de faire en sorte qu'on puisse poser des questions en plein milieu de la vidéo et non pas à la toute fin quand l'élève a peut-être perdu le fil, etc. Donc, pour s'assurer que l'élève suit bien la vidéo et pour s'assurer de sa compréhension, on peut insérer des commentaires. Donc, on s'installe à l'endroit désiré de la vidéo. On peut choisir une question à choix multiple. On peut choisir une question ouverte. Et on peut simplement aussi ajouter une note. Et par exemple, je vais rentrer une note ici.
je vais lui dire nos microscopes ne sont pas identiques. Donc, ceux que j'ai en la classe. Voilà. Et tout simplement, là, ici, en sauvegardant, on voit qu'ici, il y a une petite bulle qui s'est placée, donc ça indique à quel endroit mon commentaire s'est placé. Évidemment, je pourrais déplacer mon commentaire à d'autres endroits et le placer là. Donc, je peux avancer ma vidéo un peu plus loin. Et à cet endroit-là, je voudrais insérer une question choix multiple. Donc, je pourrais insérer une série de questions. Par exemple, je pourrais te poser la question, je ne sais pas, par exemple, à quoi sert le diaphragme dans un microscope? Voilà. Et puis, je vais me mettre des choix de réponse. Mon choix de réponse faux, je vais le mettre ici. Mon choix de réponse vrai, ici. Et voilà. Donc, ici, j'ai une note qui est intégrée à ma vidéo et ici, je vais avoir une question qui va être intégrée à la vidéo. Quand c'est terminé, simplement, on clique sur Terminer. Et ensuite de ça, la vidéo, donc la vidéo, elle est prête à être partagée avec les élèves. Donc, on peut cliquer ici sur Assign, où il est possible donc il est possible dans Edpuzzle de créer vos groupes classes directement. Ou encore, vous pouvez partager avec un lien public, donc aller chercher copier le lien l'URL et la partager avec vos élèves dans vos différentes plateformes que vous utilisez en classe. Alors, voilà, c'était pour Edpuzzle. Donc, pour rendre n'importe quelle vidéo interactive, on peut couper et insérer des questions, des commentaires, parce que là, ce n'est pas une vidéo que vous avez vous-même réalisée, mais vous pouvez modifier, retravailler un petit peu les vidéos que vous avez attrapées ailleurs. Donc, voilà. Collègues. Donc, il y a beaucoup d'applications pour le partage, pour faire réagir, interagir élèves et contenu. Donc, on ne les passera pas tout en revue, mais dans la catégorie, donc, vérifier la compréhension de l'élève par rapport à un sujet. Évidemment, vous connaissez, on a parlé tantôt, on a présenté PDEC, vous connaissez, il y a Kahoot, Google Form, les Quizlet, Quizzes, Mentimeter qu'on a utilisé en début de présentation, SurveyMonkey que vous connaissez sûrement. Donc, il y a toute une série d'applications qui permettent de faire des questionnaires en ligne, questionner aux élèves. Dans la partie là, j'ai présenté Edpuzzle pour faire réagir les vidéos, mais l'application Visia fait sensiblement le même travail et également Playposit fait un travail aussi similaire donc, si vous ne connaissez pas ces applications-là, ça peut être intéressant de les explorer. Ensuite, pour faire parler une image, on a parlé de Tingling, mais on utilise aujourd'hui pour notre présentation Geniali. Si vous ne connaissez pas Geniali, là, ça vaut vraiment la peine d'aller explorer. Donc, évidemment, Geniali fait plus que faire parler des images, mais on pourrait utiliser Geniali pour faire un peu le même travail que Tingling. Et puis, d'autres applications qui sont plutôt inclassables dans les trois autres catégories. Donc, à la fois pour ceux qui ont des iPads, donc ClassKick, Educreation, donc qui sont utilisés, Explain Everything, Flipgrid, Show Me. Donc, tous des applications qui permettent de vraiment rendre le contenu interactif, faire interagir vos élèves avec le contenu. Si vous avez des tablettes, si vous avez des Chromebooks, ça peut être intéressant d'explorer ces applications-là. Alors, on passe à la prochaine catégorie. Alors, la prochaine catégorie, ça concerne comment on fait interagir l'élève avec un autre élève pour des travaux d'équipe ou autre. Alors ici, on a le besoin de permettre aux élèves d'interagir entre eux, qu'ils puissent se poser des questions. Puis pour ça, on va vous proposer l'application en ligne qui s'appelle Edmodo. Edmodo est un site qui permet de créer un réseau social sur lequel on ajoute les groupes, les sujets, les images, des vidéos et ainsi des fichiers aussi qu'on désire. On peut même créer des devoirs.
je vais tout de suite aller sur Edmodo. Alors ici, sur Edmodo, je suis connecté avec un compte fictif Virginie Dallaire, d'accord. Par exemple, lorsque l'enseignant m'a demandé de faire un devoir en mathématiques de 6e primaire, moi, en tant que Virginie, je me pose une question que je vais demander au groupe classe. Donc, par exemple, la question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer l'exercice numéro 2 ? Ce ne sera pas long, je vous mets la question pour l'exemple parce que je ne la comprends pas. Donc, je la tape ici, tapez votre note ici. Voilà. Ensuite, je sélectionne mon groupe. Mon groupe classe, c'est... j'avais dit 6e, excusez-moi, c'est en 5B. Et pour que mes amis comprennent que je veux qu'on m'explique quel exercice précisément, j'ai pris une photo de mon exercice que je vais venir ajouter à la discussion, à ma question. Je clique ensuite sur « Publier ». Et lorsque je clique sur « Publier », le groupe qui se trouve en 5B va voir la question apparaître dans le fil d'actualité. Donc, comme je l'ai dit, Edmodo est un réseau social. Donc, dès qu'il y a une nouvelle interaction qui se passe sur le fil, en général, normalement, vous avez une notification qui va apparaître. Philippe s'est connecté avec un autre compte, celui de Victor Desroches. C'est-tu correct, Philippe? Oui, je suis connecté, oui. Parfait. Oui. Alors, Philippe va répondre à mon commentaire pour vous montrer un peu comment cela se passe. Je vais rafraîchir la page afin de pouvoir voir si quelqu'un m'a répondu. Je rafraîchis pour que ça aille plus vite parce que l'instantané n'est pas toujours instantané. Et voilà, ici, Victor Desroches a répondu, a laissé un commentaire. Je peux voir que les facteurs premiers, la première ligne, c'est 6 x 8. Ok, 6 x 8, ok, parfait. J'essaye de voir si avec 6 x 8, je peux réussir mon exercice. Alors, Edmodo permet plusieurs autres choses, mais essentiellement, ça va vraiment permettre de créer des interactions avec le groupe classe, que ce soit pour des questions. L'enseignant aussi peut interagir. Le côté enseignant, c'est également, il peut créer plusieurs classes. Donc, c'est pour les enseignants du secondaire, parfois, la plupart ont plusieurs classes, donc ils peuvent créer plusieurs groupes classes. Sinon, cette application-là, on est obligé de se connecter parce qu'on écrit avec un compte. On ne peut pas écrire, n'importe qui ne peut pas rentrer sur ce site-là. Il existe pour accéder plus rapidement via iPad ou appareil mobile une application. Et ce qu'on pourrait aborder avec cet outil-là aussi, en plus de faire des interactions, on pourrait aborder qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce que c'est rendu public, oui, au sein de la classe, mais c'est quand même rendu public. Donc, à aborder ses avantages, ce partage, sur qu'est-ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, si je reviens à la présentation principale, l'outil suivant est Google Drawing. Ça, c'est Philippe qui va parler, que je passe la balle à Philippe. Oui, alors comment on peut créer des organisateurs graphiques, alors des mind maps, un plan de classe, pas un plan de classe, mais un plan d'une présentation, comment on peut, un schéma de concept, comment on peut créer ça en co-créer en collaboration avec l'enseignante ou avec les membres d'une équipe dans la classe. Alors, on a choisi pour vous l'outil qui s'appelle Google Drawing. Alors, je vous partage. N'oublie pas, Philippe, je suis en Google Drawing. Regarde, on peut le faire directement via moi, mon onglet. Comme ça, on n'a pas besoin de changer. Ouais. Parfait, c'est bon. Donc, je m'en vais. Alors, Google Drawing, c'est peut-être un outil un peu moins connu de la suite Google, donc parfaitement gratuitement, qu'on va aller chercher dans la gaufre dans votre Google Drive. Alors ici, on a commencé une espèce d'organisateur graphique en lien avec la crise d'octobre. Et c'est intéressant, donc, il y a beaucoup d'applications qui permettent de faire des mind maps en ligne. Par contre, c'est très difficile d'avoir des outils qui vont vraiment être
collaboratif, vraiment en temps réel, où plusieurs personnes peuvent dessiner une mind map en temps réel. Alors qu'ici, l'outil de Google, comme Google Doc, comme Google Sheet, vraiment la collaboration en temps réel est vraiment parfaite. Et donc, je suis dans l'outil dessin. Et vous voyez, dans le fond, qu'on a commencé un certain... Donc, comme tous les outils de mind map, on peut déplacer des cases. On voit que les trucs vont... tous les connecteurs vont suivre. Donc, si je veux continuer ici, je vais tout simplement insérer une boîte de texte ici à l'intérieur. Alors là, je pourrais écrire gouvernement fédéral. Voilà, donc je peux, évidemment, on peut colorer la fenêtre comme on le souhaite. Et là, on voit en même temps, moi, je suis en train de dessiner ici la boîte jaune, mais mon collègue Jérémy est en train, lui aussi, de se créer une autre boîte. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, vous voyez, là, je peux choisir les connecteurs, je peux me connecter de chaque côté à un endroit. Donc, on peut évidemment aussi créer des connecteurs sous forme de flèches. Donc, il y a différents types de connecteurs. On peut aussi insérer, comme n'importe quelle application dans Google, on peut insérer des images facilement, les replacer. On peut grouper. Donc, vous voyez un petit peu le topo. Donc, il est vraiment facile de créer. Donc, imaginez faire la révision à la fin d'un chapitre, une équipe qui prépare un plan d'une présentation ou d'un texte. Imaginez les élèves qui peuvent co-créer ensemble un organisateur graphique, le plan d'une vidéo. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif vraiment intéressant. Et comme c'est dans l'environnement Google, bien évidemment, les élèves connaissent, la plupart des élèves, si vos élèves connaissent l'environnement Google, ben, c'est les mêmes menus, c'est les mêmes fonctionnalités. Donc, ils vont s'y retrouver vraiment là, très, très, très facilement. Ils n'auront pas à apprendre à avoir une prise en charge d'une nouvelle application comme telle. Alors, voilà pour cette démonstration de Google Drawing. Tu nous ramènes à la présentation, collègue? Donc, pour résumer cette partie-là, donc, pour permettre aux élèves de se poser des questions entre eux pour rendre la classe interactive, on a présenté une modo, mais évidemment, on aurait pu faire la même chose dans CISA. Évidemment, plusieurs d'entre vous utilisez Teams, donc on peut aussi permettre aux élèves d'échanger entre eux dans Teams, dans Google Classroom également. Et de l'autre côté, on a des outils qui permettent la co-création, donc vraiment créer des trucs en collaboration. Donc là-dedans, on a mis, bon, évidemment, on a présenté Google Drawing, Google Document que vous connaissez déjà. Microsoft Word, si vous avez accès à Office 365, permet également de faire de la co-création. On a mis aussi des applications Gitmind, qui est vraiment une application vraiment dédiée à faire des organisateurs graphiques. Donc, et on a mis là-dedans aussi, si vous connaissez déjà aussi Padlet, Trello et Etherpad, qui sont tous des applications qui permettent la co-création en équipe sur des modèles un petit peu différents, évidemment. Ce sont toutes des applications qui méritent là, de votre attention et qui pourraient sûrement vous intéresser. Alors, voilà pour ce troisième bloc de relations élève-élève. J'aimerais juste ajouter, Philippe, si tu le permets, Bien sûr. toutes les applications qu'on vous présente depuis le début, elles sont cliquables au sein même de la présentation, ce qui vous permet d'arriver sur une fiche de Carrefour qui explique en détail en quoi consiste cette application, puis qui fournit également des pistes pédagogiques, en plus d'avoir évidemment le lien pour accéder directement à l'application ou l'outil. Mais voilà, vous avez un soutien qui est fourni par le site de Carrefour Éducation directement. Merci pour la précision, Jérémy. Donc, la page suivante. C'est cette phrase-là qui vient du récit de la formation à distance où on rappelle vraiment là, l'importance de rendre le contenu, de rendre l'interactivité dans une formation, que ce soit en présentiel, évidemment, mais à distance, c'est encore plus important. Donc, je ne le lirai pas au complet, mais il faut se rappeler que
l'Internet, les outils numériques là, offrent vraiment plusieurs possibilités pour rendre les contenus interactifs. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les explorer, puis susciter le plus possible des interactions entre les élèves et vous, et les élèves entre eux, les élèves avec le contenu. C'est vraiment plus que primordial si on veut faire des apprentissages qui soient efficaces. Voilà. On a du temps pour prendre quelques questions, commentaires. Donc, est-ce qu'on a accès les gens ont accès au chat? Donc, est-ce qu'on a accès aux questions des participants, chers collègues? Est-ce qu'on en a des questions? Je ne sais pas. On n'a pas accès On a peut-être été très clair. Je répète en attendant que dans le bas de la page, vous avez 3 outils de Carrefour Éducation qui peuvent vous aider en termes d'outils numériques, formation à distance. Donc, le premier, le guide récapitulatif pour favoriser l'interactivité. Donc, c'est vraiment un guide dans lequel on reprend toutes les applications et même plus discutées aujourd'hui. Vous avez un deuxième guide sur la journée du numérique en éducation. Donc, si vous avez aujourd'hui participé ou vous allez participer aujourd'hui à d'autres ateliers, bien, nous, à Carrefour Éducation, on a proposé un paquet de ressources sur les thématiques travaillées aujourd'hui pendant la journée du numérique. Donc, vous allez retrouver des articles, vous allez retrouver des outils numériques qui sont vraiment en lien avec les sujets discutés, abordés aujourd'hui. Et troisième guide qu'on a publié dès le mois d'avril dernier, donc un guide sur l'enseignement à distance, donc vraiment un éventail d'outils dont on a parlé aujourd'hui, mais d'autres non, pour faire réussir de l'enseignement à distance. Donc, encore une fois, Carrefour Éducation propose des ressources gratuites. Donc, tout ce qui est dans nos guides sont toujours des outils qui sont gratuits et utilisables en classe. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le titre si ça vous amène directement au guide dans Carrefour Éducation. Pas besoin de faire une recherche. Cliquez directement dans notre présentation, puis vous y arriverez sans problème. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Non? Ça va? Donc, dans la... Oups, on est revenu. À la page suivante, vous avez accès à nos coordonnées, donc à nos pages Twitter, Facebook. Donc, n'hésitez pas à nos courriels. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions sur la présentation d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur les petites bulles pour communiquer avec nous. Ça va nous faire vraiment plaisir de répondre à vos questions et de vous suggérer des ressources si le besoin est. Donc, on est presque terminé notre présentation. Chers collègues, si on n'a pas aucune question d'apparu, donc on met fin à la présentation comme ça. Moi, je remercie tout le monde d'avoir été présent en grand nombre. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci. Donc, je termine le mot de la fin. Donc, merci. Bonne journée du numérique à tout le monde. J'espère que vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. N'hésitez pas. Donc, Carrefour Éducation est là pour vous. www.carrefoureducation.qc.ca. Venez vous abonner à notre infolette, à nos médias sociaux pour être au courant de toutes les nouveautés qu'on publie chaque jour sur Carrefour Éducation. Sur ça, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Au revoir.